Un soir, quelques phrases lancées devant des millions de regards ont fait vaciller des décennies de récits imposés au continent africain. En moins d'une minute, les grilles de lecture, héritées des chancelleries occidentales, ont semblé se fendre, laissant apparaître la fracture entre les verdicts venus d'ailleurs et la mémoire des peuples. Au centre de cette secousse, Ibrahim Traoré s'est avancé comme un président jeune qui ose saluer la résilience de Laurent Gbagbo en plein jour. Pour la jeunesse africaine, ce geste devient une question brûlante. Jusqu'où peut aller cette rupture silencieuse ? Ce récit n'est pas seulement celui d'un hommage inattendu, mais la promesse d'un décryptage essentiel pour comprendre ce qui se joue derrière les mots capables de bouleverser des rapports de force installés depuis des décennies. Au cœur de cette analyse, l'enjeu principal se dessine avec clarté, offrir au lecteur une grille de lecture précise, fiable et structurée pour mesurer ce que signifie réellement une prise de position publique lorsqu'elle touche à la souveraineté et à la dignité politique. L'intérêt est double, éclairer les dynamiques nouvelles qui émergent au Sahel et montrer comment un geste symbolique peut devenir le révélateur d'un basculement stratégique. Pour saisir toute la portée de cette scène, il faut interroger ce que ces déclarations disent du présent africain, de ses blessures encore ouvertes et des aspirations d'une génération en quête de repères solides. Et déjà une question flotte, discrète mais insistante. Si une phrase peut fissurer l'ordre établi, jusqu'où peut aller la recomposition qui s'annonce ? Plus de 10 ans après les épisodes de crise qui ont marqué l'Afrique de l'Ouest, un détail resté en marge ressurgit soudain au cœur du débat continental. Ce n'est pas une archive oubliée, mais un écho direct entre les épreuves d'hier et les discours d'aujourd'hui qui redessinent la compréhension du moment présent. Pour mesurer ce glissement, il faut revenir au contexte brûlant qui entoure la figure de Laurent Gbagbo et la manière dont son parcours continue d'habiter l'imaginaire politique africain. À la fin de l'année 2010, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise post-électorale dont l'intensité dépasse le simple différend institutionnel. Les ruelles d'Abidjan se transforment en théâtre de confrontation, les chancelleries étrangères s'agitent et les résolutions internationales pèsent comme une chape sur les décisions nationales. Ce moment de tension cristallise les inquiétudes anciennes. La souveraineté africaine peut-elle réellement s'exercer lorsqu'interviennent des pressions extérieures multiples ? L'arrestation brutale de Gbagbo, suivie de son transfert vers la Cour pénale internationale, renforce encore cette interrogation en donnant corps à la perception d'une justice à deux vitesses. Pour de nombreux citoyens africains, l'image de cet homme épuisé mais debout devient le symbole d'une résistance mise à l'épreuve, un miroir de leurs propres doutes face aux mécanismes internationaux. C'est précisément cette mémoire que convoque, volontairement ou non, la prise de position d'Ibrahim Traoré lorsqu'il rend hommage à la résilience de l'ancien président ivoirien. En articulant le présent à cette séquence historique, il active un fil sous-jacente, celui des récits concurrents qui déterminent l'interprétation de la dignité, de la force morale et de l'autonomie politique. Comprendre ce geste demande donc de replacer chaque élément dans un enchaînement causal rigoureux où chaque mot renvoie à un précédent et chaque précédent éclaire les attentes d'une jeunesse qui ne veut plus hériter de la peur mais d'un sens renouvelé de responsabilité collective. Pour comprendre ce qui se joue dans l'écho suscité par cet hommage, il faut s'appuyer sur des trajectoires individuelles qui permettent d'incarner les tensions souvent abstraites liées à la souveraineté politique. Le premier cas concerne les jeunes militants universitaires ivoiriens qui ont grandi dans l'ombre des événements de 2010. Beaucoup d'entre eux expliquent donc que la figure de Laurent Gbagbo, au-delà des clivages partisans, représente un test de résistance face aux pressions extérieures. Lorsqu'un dirigeant actuel évoque sa résilience, ses étudiants y lisent dans la confirmation que les épreuves traversées ne sont pas seulement des épisodes isolés, mais des repères pour penser la place de l'Afrique dans les rapports internationaux. Un second exemple provient de certains collectifs citoyens au Sahel qui travaillent en main tendue sur la transparence électorale et la surveillance communautaire. Pour ces groupes, le parcours de Gbagbo sert de cadre d'analyse. Il s'agit de comprendre comment les décisions prises hors du continent peuvent altérer la légitimité interne et la confiance publique. Ces acteurs de terrain observent chaque signe capable de réactiver la question de la dignité politique et de la capacité à tenir une position dans un environnement diplomatique complexe. Ils y voient un rappel du coup, souvent invisible, de toute prise de position publique qui rompt avec les attentes extérieures.
extérieur. Ces deux angles, bien que distincts, convergent vers une même interrogation. Comment une mémoire encore sensible influence-t-elle la lecture du présent et les choix concrets des acteurs sociaux? La question reste ouverte, mais sa portée est claire. L'interprétation du passé guide les décisions actuelles. Le déclencheur apparaît sans prévenir, une salle remplie, des caméras fixées sur un dirigeant jeune, un climat déjà chargé par des tensions diplomatiques persistantes. La moindre déclaration peut devenir une onde. C'est dans ce contexte comprimé que l'hommage à Laurent Gbagbo prend forme. Un geste simple en apparence, un nom prononcé avec calme, une phrase brève qui glisse hors du cadre protocolaire. Elle surprend, elle capte l'attention, elle ouvre une brèche, l'instant semble d'abord anodin, puis quelque chose bascule, le pic survient presque immédiatement, les réactions s'accélèrent, les rédactions interrompent leur fil, les analystes cherchent une cohérence, ils scrutent le ton, ils évaluent la portée possible. Sur les réseaux, le discours circule en continu, les extraits se fragmentent, les interprétations se multiplient, ce chaos rapide signale l'importance du geste, il révèle un point sensible, il touche un récit imposé depuis longtemps, il expose une fissure, il souligne l'écart entre l'image projetée et l'expérience vécue sur le continent. La scène gagne en intensité car elle active une mémoire collective, les évocations de la crise ivoirienne reviennent, les images d'arrestation réapparaissent, les souvenirs de pressions extérieures ressurgissent. Le public se souvient, la jeunesse observe, les gouvernements réagissent. Le nom de Laurent Gbagbo, rappelé dans un moment solennel, agit comme un signal. Il renvoie à une histoire lourde. Il renvoie aussi à un refus. Ce refus, Ibrahim Traoré l'inscrit dans une continuité assumée. Il lie le passé tourmenté à une affirmation nouvelle. La séquence gagne alors un poids inattendu. La rémanence s'installe lentement mais sûrement. Le discours circule encore, il se réécoute, il s'analyse, il s'intègre aux conversations locales. Dans plusieurs capitales, des conseillers diplomatiques s'interrogent. Ils évaluent les risques, ils anticipent les conséquences. Les correspondants à l'étranger décrivent un déplacement narratif. Ce déplacement paraît discret, pourtant il influence les perceptions, il nourrit des débats sur la souveraineté, il renforce la posture de certains mouvements citoyens, il rappelle les zones d'ombre de l'ingérence, il relance des discussions complexes sur la légitimité politique. Des groupes d'étudiants y voient une confirmation. Des organisations sociales y trouvent un repère. Des responsables régionaux réexaminent leurs alliances. Cette rémanence se déploie dans les marges, elle s'ancre dans les détails, elle inspire, elle inquiète aussi, elle montre que les mots ne sont jamais neutres, ils prolongent les fractures, ils rallument les attentes, ils dessinent un horizon où la dignité prend la première place. Cette dynamique ne disparaît pas, elle se maintient, elle circule d'un pays à l'autre, elle s'inscrit dans un mouvement plus large, elle confirme que le continent entre dans une phase nouvelle, une phase où chaque geste compte, où chaque phrase peut déclencher une réévaluation des équilibres, où chaque mémoire devient un levier politique. C'est dans cette rémanence que se mesure la portée réelle du moment. Elle montre ce que change un discours, elle montre ce qu'il peut ouvrir, elle montre la direction que certains souhaitent suivre, elle montre aussi les craintes que d'autres redoutent voir se matérialiser. La première évolution observable réside dans l'écart croissant entre les récits institutionnels extérieurs et la perception interne, un écart qui s'est amplifié depuis plus de 10 ans. Cette amplification progressive montre comment les événements marquants des années 2010 continue d'influencer les débats présents, malgré le changement des acteurs et des contextes politiques. Elle indique que les fractures narratives ne se résorbent pas automatiquement, même lorsque les institutions tentent d'imposer une lecture unifiée. Un second repère quantifiable renvoie à la multiplication visible des prises de position publiques liées à la souveraineté relevée dans plusieurs discours officiels africains sur une période de plus de 5 années. Ce repère souligne que les déclarations symboliques ne restent plus isolées, mais s'inscrivent dans une continuité assumée par certains dirigeants. Il montre également que le langage politique évolue vers une affirmation plus nette des attentes populaires concernant l'autonomie décisionnelle. Le troisième indicateur porte sur l'intensité des réactions médiatiques internationales qui, en quelques heures seulement, ont amplifié l'écho du discours rendant hommage à Laurent Gbagbo. Cette intensité révèle que les institutions médiatiques perçoivent désormais ces prises de position comme des signaux capables de modifier l'équilibre régional. Elle met en lumière une tension
tensions récurrentes entre les cadres narratifs externes et les aspirations politiques internes. Ces trois mesures, bien que qualitatives, participent à la compréhension de la séquence déclenchée par l'intervention d'Ibrahim Traoré. Elles permettent de cerner un mouvement plus profond où les mots ne se contentent pas d'accompagner l'action politique, mais deviennent des preuves de repositionnement stratégique. Elles montrent que le geste repose sur un terrain déjà travaillé par une décennie de débats, de contestations et de réévaluation. Pour les observateurs régionaux, cette progression n'est pas un phénomène spontané. Elle résulte d'une accumulation de signaux faibles apparus dans les années suivant les crises ivoiriennes et sahéliennes. Elle s'inscrit dans une trajectoire où chaque séquence historique influence la suivante. Ainsi, le rappel de la résilience de Gbagbo par un dirigeant du Sahel prend une dimension mesurable, la réappropriation progressive du récit politique africain. Cette dynamique se remarque également dans la manière dont certains collectifs citoyens utilisent ces références pour analyser les rapports de force actuels. Ils s'appuient sur ces indicateurs pour comprendre comment les pressions extérieures structurent encore les décisions nationales. Ils examinent comment les symboles politiques, lorsqu'ils sont ravivés publiquement, deviennent des leviers de mobilisation sociale. Les institutions diplomatiques étrangères, elles aussi, observent ces évolutions. Elles interprètent les variations du langage politique comme des indices de repositionnement régional. Elles évaluent les effets potentiels sur leurs alliances, leurs programmes de coopération et leurs stratégies d'influence. Chaque élément mis en évidence éclaire une recomposition plus large. Il montre comment la mémoire politique, lorsqu'elle se combine à des gestes actuels, façonne une doctrine émergente. Il explique pourquoi certaines déclarations, même brèves, deviennent des marqueurs de souveraineté. Il souligne enfin que la portée du discours ne dépend pas uniquement des intentions, mais de l'histoire à laquelle il se rattache. Deux interprétations majeures se dégagent lorsque l'on observe l'impact du discours qui a ravivé la mémoire de Laurent Gbagbo. La première, ayant souvent défendue par certains analystes internationaux, avance que ces déclarations risquent de polariser davantage l'espace politique africain. Selon cette position, évoquer une figure jugée sur la scène judiciaire mondiale pourrait raviver des tensions anciennes et réactiver des clivages internes. Pour eux, un tel geste pourrait fragiliser les équilibres déjà précaires dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, où les transitions politiques demeurent sensibles. Ils estiment également que la référence à une résistance face aux pressions extérieures peut être interprétée comme un renforcement des postures adversariales, compliquant les relations diplomatiques et la coopération régionale. La seconde position, défendue par de nombreux mouvements citoyens africains, voit au contraire dans cet hommage un mécanisme de reconstruction symbolique. Elle considère que rappeler la résilience de Gbagbo permet de réancrer la souveraineté dans l'expérience vécue par les peuples plutôt que dans les analyses extérieures. Pour ces groupes, l'évocation du passé n'est pas un risque, mais un outil. Elle sert à comprendre comment les pressions internationales ont façonné les trajectoires politiques et comment les sociétés africaines peuvent désormais imposer leur propre narration. Ils jugent que le geste contribue à ouvrir un débat nécessaire sur la manière dont les récits dominants se construisent et se contestent. Cette approche met l'accent sur la capacité des jeunes générations à s'approprier les leçons d'hier pour reformuler leurs aspirations présentes. Face à ces deux positions, une réponse étayée se trouve dans les éléments du récit lui-même. Le texte source montre que le geste n'est pas une exaltation nostalgique, ni une attaque frontale contre les puissances extérieures. Il s'inscrit plutôt dans une dynamique où la mémoire sert de repère pour analyser les rapports de force qui persistent. Le discours ravive des images de pression internationale, d'arrestation et de procès, mais il les relie à une volonté nouvelle, celle de transformer la blessure en levier politique. Ainsi, la séquence montre que le débat ne porte pas uniquement sur Gbagbo, mais sur la manière dont l'Afrique réinterprète sa propre histoire pour définir ses choix actuels. Un seuil vient d'être franchi. La phrase rendue publique n'a pas seulement rappelé une mémoire politique encore vive, elle a révélé la manière dont un geste peut déplacer un rapport de force sans qu'aucune confrontation directe n'ait lieu. C'est ici que surgit le véritable midpoint, celui où les intentions
tensions implicites deviennent visibles pour tous ceux qui suivent attentivement les signes faibles qui traversent la région. Quand Ibrahim Traoré évoque la résilience de Laurent Gbagbo, il ne se contente pas d'un hommage, il expose une fracture plus profonde, celle entre les décisions imposées de l'extérieur et les attentes internes de sociétés qui se cherchent un cadre narratif cohérent. À cet instant précis, la scène cesse d'être protocolaire. Elle devient un révélateur. Elle montre comment les récits se recomposent lorsque la dignité politique est affirmée devant un public jeune, attentif et conscient des risques de récupération. Le changement de perspective se manifeste d'abord dans l'écoute. Les réactions immédiates soulignent que ce discours n'a pas glissé sur la surface, il a touché un point névralgique. Puis il se manifeste dans la manière dont des groupes sociaux commencent à relire les gestes des dirigeants actuels à travers cette référence. L'hommage devient ainsi un prisme. Il éclaire les tensions latentes. Il indique une transition silencieuse. Il marque une nouvelle étape dans la construction d'une doctrine politique qui s'ancre dans la mémoire mais regarde vers l'avenir. Les répercussions de l'hommage rendu à Laurent Gbagbo se déploient à plusieurs niveaux, révélant que ce moment ne se limite pas à une scène symbolique. Il agit comme un point d'appui pour comprendre comment se recomposent les équilibres sociaux, économiques, institutionnels et régionaux. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, la référence à la résilience de Gbagbo réactive un sentiment longtemps enfoui, la possibilité d'assumer une position souveraine même face à la pression internationale. Les jeunes militants, en particulier, y voient un encouragement implicite à questionner les récits établis. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, de Bamako ou de Ouagadougou, les conversations relient spontanément ce geste à la volonté de définir un avenir qui ne soit plus dicté par des acteurs extérieurs. L'impact est concret, des groupes citoyens réexaminent les outils de surveillance électorale, des associations de femmes renforcent leur réseau de formation et des collectifs étudiants utilisent ce rappel historique comme base d'éducation politique. Les entreprises locales, notamment dans les secteurs agricoles et culturels, interprètent cette séquence comme une indication que les discours contemporains placent désormais la dignité au cœur des revendications nationales. Cela influence les priorités, encourager les circuits courts, renforcer les coopératives, valoriser les produits locaux. Plusieurs organisations de la diaspora voient dans ce moment un signal clair qu'il devient pertinent d'investir dans des projets autonomes en s'éloignant progressivement des dépendances financières extérieures. La référence au parcours de Gbagbo leur rappelle que les résistances économiques font partie intégrante des résistances politiques. Pour les gouvernements et les institutions nationales, le discours agit comme un miroir. Il révèle les attentes d'une population qui souhaite une posture politique capable d'assumer son histoire. Lorsque Ibrahim Traoré cite Gbagbo, cela renforce l'idée qu'une nouvelle génération de dirigeants s'appuie sur les leçons des épreuves passées pour formuler des orientations souveraines. Plusieurs administrations réévaluent leurs partenariats internationaux, envisagent un contrôle renforcé des ressources naturelles ou repensent à certaines politiques monétaires. Les institutions observent également que ce type de geste accroît la pression populaire en faveur d'une plus grande transparence. La résonance régionale est sans doute la plus visible. Le geste s'insère dans un mouvement qui traverse déjà le Sahel, une volonté collective de redéfinir les alliances militaires, de mutualiser les ressources et d'affirmer l'autonomie face aux puissances extérieures. L'évocation de Gbagbo réactive les discussions sur la mémoire des interventions internationales et renforce l'idée que l'Afrique de l'Ouest doit reprendre la maîtrise de ses propres trajectoires. Cela alimente à la fois une prudence diplomatique et un regain de confiance dans la capacité régionale à construire des blocs politiques cohérents. Dans chacune de ces dimensions, les répercussions dépassent largement l'instant initial. Elles révèlent un changement de perception, une manière nouvelle de relier les expériences passées aux aspirations présentes et d'ouvrir un espace pour des choix souverains. Dans les mois à venir, l'écho du geste qui a remis en lumière la résilience de Laurent Gbagbo pourrait évoluer selon 3 trajectoires distinctes. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, mais offrent un cadre d'analyse permettant de comprendre comment les tensions narratives actuelles peuvent s'amplifier, s'apaiser ou se transformer. Dans cette voie médiane, l'impact du discours continue de circuler, mais sans provoquer de rupture majeure. Les dirigeants du Sahel
elles, maintiennent leurs orientations actuelles et les références à Gbagbo demeurent des marqueurs symboliques plutôt que des moteurs de décision. Les institutions internationales réagissent avec retenue, privilégiant la continuité plutôt que l'escalade. Les populations, elles, intègrent progressivement ce moment comme un jalon parmi d'autres dans la réaffirmation de la souveraineté africaine. Les changements sont réels mais discrets, quelques révisions de partenariats, un renforcement modéré des coopérations régionales et une vigilance accrue des acteurs citoyens. Ici, la séquence devient un catalyseur. Les gouvernements sahéliens intensifient leurs efforts pour harmoniser leurs positions en matière de défense, de politique économique et de gestion des ressources. Les discours publics se structurent autour de l'idée d'indépendance narrative et les populations soutiennent de plus en plus ces démarches. Les organisations de la diaspora accroissent leurs investissements dans des projets autonomes, renforçant les initiatives agricoles, éducatives ou culturelles locales. La référence à Gbagbo devient un repère commun, celui d'une capacité à tenir malgré les pressions, offrant un socle symbolique à une nouvelle génération de réformes. Dans la trajectoire défavorable, l'épisode est récupéré ou mal interprété. Les tensions internes s'exacerbent, certaines élites tentent de tirer profit de la référence historique pour alimenter des clivages politiques. Les partenaires extérieurs réagissent avec fermeté, poussant à une intensification des pressions diplomatiques. Les mouvements citoyens, divisés par la lecture du moment, perdent en cohésion. La région peut alors entrer dans une période de flottement stratégique où chaque geste symbolique devient un motif de confrontation. Quel que soit le scénario, une idée centrale demeure utile: analyser les récits avant d'évaluer les décisions. Cette approche permet d'éviter de confondre symboles et orientations réelles et de comprendre les dynamiques profondes qui façonnent les choix politiques. L'épisode qui remet en avant la résilience de Laurent Gbagbo n'agit pas seulement dans les sphères institutionnelles, il touche aussi trois grandes catégories de public, chacune interprétant le geste à partir de ses propres attentes, de ses expériences et de ses besoins immédiats. En ce qui concerne les jeunes générations politisées, pour les étudiants, les nouveaux militants et les collectifs urbains, cet hommage constitue un repère. Il permet de réarticuler les débats sur la souveraineté autour d'images et de récits qu'ils connaissent déjà, mais qu'ils n'avaient jamais vu réactivés publiquement avec autant de clarté. Cette prise de parole devient un support pédagogique. Elle aide à comprendre comment les pressions extérieures ont façonné les trajectoires nationales. Elle offre aussi un cadre pour discuter de rôle, de dignité et de responsabilité collective. En ce qui concerne les acteurs sociaux et culturels, dans les milieux artistiques, associatifs et communautaires, la référence à Gbagbo résonne comme une invitation à repenser la manière dont l'histoire s'écrit et se transmet. Les musiciens engagés, les collectifs féminins, les organisations de quartier utilisent déjà ces figures comme matériaux de réflexion. Voir cette mémoire invoquée à un niveau officiel leur donne l'impression que leurs préoccupations ne sont plus marginales. Cela renforce leur volonté de produire des contenus, des événements et des espaces de débat qui prolongent cette dynamique. En ce qui concerne les citoyens éloignés de la politique formelle, le troisième groupe, moins médiatisé, rassemble ceux qui ne suivent pas de près les affaires publiques mais restent sensibles aux signes d'injustice ou d'ingérence. Pour eux, l'hommage agit comme un rappel simple. Les récits extérieurs ne coïncident pas toujours avec les réalités qu'ils observent au quotidien. Cette perception les conduit à prêter davantage attention aux discours qui valorisent la dignité ou la souveraineté, même lorsqu'ils ne s'engagent pas directement dans l'action civique. À travers ces trois publics, le geste gagne une portée diffuse mais constante, capable d'alimenter des discussions durables au sein des sociétés ouest-africaines pour que l'élan symbolique suscité par la référence à Laurent Gbagbo devienne une dynamique réelle. Une feuille de route précise s'impose. Elle repose sur des actions concrètes, mesurables et adaptées aux réalités sociales des pays concernés. Lorsque Ibrahim Traoré célèbre la résilience d'un aîné, il ouvre implicitement un espace pour structurer cette transformation. Encore faut-il déterminer comment la traduire dans la pratique en ce qui concerne structurer les comités citoyens locaux objectifs, organiser des groupes capables de suivre les décisions publiques qui
Étudiants, associations de quartier, organisations féminines, camps sur un cycle de 3 à 6 mois, mesure, nombre de rapports communautaires produits et partagés. En ce qui concerne réinvestir l'éducation civique et historique, objectif, renforcer la compréhension des trajectoires africaines sans dépendre des récits extérieurs. Qui enseignants, formateurs indépendants, collectifs universitaires, quand en intégrant ces contenus dans des cycles de formation trimestriels. Mesure, participation des jeunes et volume de modules créés. En ce qui concerne soutenir l'économie locale et les initiatives autonomes, objectif, réduire la vulnérabilité économique. Qui, coopératives agricoles, entrepreneurs locaux, diaspora, quand, via des programmes continus de 12 mois, mesure, progression des productions locales et taux d'investissement communautaire. En ce qui concerne créer des espaces médiatiques alternatifs, objectif, proposer des récits équilibrés sur les enjeux politiques qui, journalistes indépendants, collectifs culturels, associations civiques, quand, à travers des cycles mensuels de publication. Mesure, audience cumulée, nombre de contenus produits, diversité des formats. En ce qui concerne renforcer les coopérations régionales, objectif, consolider les capacités stratégiques ouest-africaines qui, institutions locales et blocs sahéliens émergents, quand, sur un horizon de 6 à 12 mois, mesure, accords signés, projets communs, lancés, cohérence des positions diplomatiques. Cette feuille de route n'offre pas des solutions immédiates, mais elle trace un cadre clair pour transformer un symbole en moteur collectif. Lorsque l'on revient à l'image des étudiants observant avec attention les gestes politiques, on comprend mieux pourquoi ce moment dépasse largement le cadre protocolaire. Dans leur salle de cours, dans les amphithéâtres surchauffés ou dans les réunions improvisées de quartier, l'hommage rendu à Laurent Gbagbo résonne comme un signe que la mémoire n'est jamais un poids inutile. Elle peut devenir une ressource, un fil qui relie les épreuves d'hier aux attentes d'aujourd'hui. C'est aussi ce que reflète l'intervention d'Ibrahim Traoré. En reconnaissant publiquement la résilience d'un aîné, il réactive une force discrète, celle d'une génération qui refuse d'hériter de la peur et qui cherche des repères solides pour affirmer sa place dans un monde instable. Le geste n'a rien d'une rupture spectaculaire, il ressemble plutôt à une porte entr'ouverte, à un passage entre plusieurs trajectoires politiques qui, soudain, deviennent lisibles. Dans les conversations des jeunes, dans le travail patient des collectifs citoyens, dans les projets qui émergent au sein des quartiers populaires, on retrouve ce même motif, tenir debout malgré les doutes. Ce rappel discret leur offre un socle, une forme de cohérence. Il montre que la dignité peut encore guider les choix politiques. La dignité reste la force qui rassemble. Ce moment qui remet en lumière la résilience de Laurent Gbagbo n'appartient pas seulement aux dirigeants ou aux institutions. Il s'adresse à tous ceux qui réfléchissent à la place de leur communauté dans un monde où les récits circulent vite, s'imposent parfois de l'extérieur et façonnent les décisions bien avant qu'elles ne soient comprises. Il invite chacun à examiner les gestes politiques avec un regard attentif, à reconnaître ce qui se joue derrière les mots et à participer, même modestement, au débat qui dessine l'avenir. Dans les écoles, les marchés, les associations, les familles, cette prise de parole peut devenir un point de départ. Elle peut encourager à discuter de la souveraineté, de la dignité, de l'éducation civique ou simplement de la manière dont une communauté choisit de s'organiser. Rien n'impose une mobilisation spectaculaire. Parfois, écouter, transmettre ou poser une question suffit à éclairer une trajectoire collective. La suite ne dépend pas uniquement des institutions, mais aussi de la capacité des citoyens à reconnaître leur pouvoir symbolique et quotidien. Alors une question demeure, simple mais essentielle. Comment chacun souhaite-t-il contribuer au récit qui s'écrit déjà autour de lui ?